C'est parti pour la 24e édition de Sans Détour. Nous avons aujourd'hui Madame Amsatou Sow Sidibé, présidente du parti Karlénen, professeure de droit privé. Et Madame, vous serez interrogée tout à l'heure par moi-même, bien entendu, Samba Limpa Badji et Papsen, qui sont journalistes. Lui, il est rédacteur en chef, Monsieur Badji, il est rédacteur en chef du site d'information et de vérification des faits, Africa Check. La première question, Madame, évidemment, elle nous vient tout naturellement à l'esprit. Vous êtes leader d'un parti féminin, vous êtes leader féminin d'un parti, et ce qu'on n'en voit pas très souvent dans la classe politique. Aux dernières élections, vous avez fait des scores qui sont relativement faibles, il faut bien le dire. Aux élections présidentielles, vous n'avez pas eu également beaucoup de bonheur, en rassemblant évidemment un nombre infime de suffrages des électeurs sénégalais. Mais qu'est-ce qui vous donne encore l'énergie de vouloir toujours continuer à penser qu'un jour peut-être vous pourrez avoir un ancrage électoral fort? Merci M. Ndiaye, bonjour. Bonjour M. Badji, bonjour M. Sen, bonjour aux téléspectateurs. Ce qui m'encourage, c'est le devoir. J'ai le devoir de participer à l'équilibre de mon pays. J'ai le devoir de participer à la prise de décision pour le bien de mon pays, pour le bien des jeunes, pour le bien des femmes, pour le bien de tout le monde, des hommes, des personnes du troisième âge, des handicapés, et surtout pour le bien des jeunes qui aujourd'hui, en situation de désespoir, eh bien, sont transformés en esclaves. Mais apparemment, vous n'êtes pas entendu parce que les jeunes que vous ciblez, les femmes que vous ciblez, qui constituent l'écrasante majorité de la population, ne votent pas pour vous, apparemment. En tout cas, de manière aussi massive que vous l'auriez souhaité. Ah, vous savez, dans notre pays, il y a des réalités qu'on observe. Le poids de l'argent dans notre pays. C'est à la veille de l'élection que tout se transforme. Que les personnes qui sont affamées reçoivent quelques kilos de riz, un peu d'argent, avec des pressions. Votez, si vous ne votez pas, il y a des risques que vous soyez en situation d'exclusion. Par exemple, pour les personnes bénéficiaires des bourses familiales, nous connaissons toutes les pressions qui sont mises sur ces personnes. Pour les chefs de village qui reçoivent des émoluments, nous connaissons les pressions fortes qui sont faites à leur endroit et qui font que, au dernier moment, contre vents et marées, eh bien, elles votent ces personnes pour des candidats peut-être qui n'ont pas tellement comme préoccupation l'intérêt supérieur du peuple. Et là, il y a une erreur de la part de nos frères et sœurs et de nos enfants. Oui, mais tout le monde n'est pas affamé, Madame Sow. Non, non, mais tout le monde... Il y a quand même des gens qui ne votent pas pour vous et qui ne sont pas dans le besoin en permanence. La plupart du temps, c'est un problème fondamental. Tout le monde n'est pas affamé, évidemment. Mais nous savons que l'argent a joué un rôle désastreux dans ces élections, sans compter tout ce qui s'est passé en termes d'irrégularité. Et puis, peut-être nous parlerons du leadership féminin de manière générale tout à l'heure, mais je sais qu'il y a des pressions qui sont tellement fortes qu'au dernier moment, énormément de militants et de sympathisants, eh bien, se détournent du vote de leur candidat préféré. Je rappelle que tout à l'heure, vous aurez en aparté M. Mokhtar Ba qui va vous interroger sur les aspects environnementaux, le cadre de vie et également le bradage du littoral. Samba? Oui, justement, sur la même lancée, madame, quand on est observateur du paysage politique sénégalais, on doit reconnaître que ce que vous dénoncez est vrai. L'autre chose qu'on doit reconnaître, c'est que souvent, ceux qui dénoncent cet état de fait, l'utilisation massive de l'argent et l'utilisation des moyens du pouvoir pour gagner des élections, vous le dénoncez, mais quand on arrive au pouvoir, on fait exactement la même chose. Est-ce que ce n'est pas un problème de fond du système? Et qu'est-ce qui garantit que si jamais vous arrivez au pouvoir, vous n'allez pas vous appuyer sur les mêmes leviers pour essayer de conserver le pouvoir?
Non, je crois qu'il n'y a pas de chance pour que ça se passe. Vous savez, nous avons créé un parti qui est un parti des valeurs, Carl-Lénine, Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, et par la suite une troisième voie pour un Sénégal des valeurs. Nous pensons que la gouvernance doit être vertueuse. Nous le pensons profondément pour l'avoir pratiqué, pour l'avoir enseigné en tant que directrice de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Nous le vivons, nous le sentons. Et dans la pratique de tous les jours, on peut se rendre compte que ce manque d'éthique n'est pas la trame de notre action. Autrement, nous n'aurions pas été ministres, conseillers avec certains avantages et accepter de dénoncer, de dire la vérité, au risque de perdre ces avantages et de vivre comme tout le monde dans la plus grande simplicité, où l'on se sent peut-être mieux. En tout cas, il n'y a pas de risque que ça nous arrive. Nous n'avons jamais voulu vivre dans l'opulence qui est issue d'une tricherie. Nous n'avons jamais voulu vivre dans l'opulence qui était la résultante de vols ou de toute malversation. Donc, il n'y a pas de risque. Il faut que ça change, d'ailleurs. Je rappelle que vous étiez ministre conseiller du président Macky Sall et que pour des propos jugés un peu décalés que vous avez tenus, vous avez été, disons-le poliment, défenestré. Et que depuis, effectivement, vous avez retrouvé un peu votre énergie d'opposante. Non, le mot opposant est trop fort. De 10 heures de la vérité. En tant que ministre conseiller, j'ai dit au président de la République, il faudra accepter que je vous dise la vérité. Rien que la vérité. Peut-être pas toujours toute la vérité, mais la vérité. Et je l'ai fait de manière récurrente. Et si c'était fait, vous alliez le refaire? Si l'occasion se présentait, vous allez refaire ce que vous avez fait? Mais vous ne m'avez pas entendu depuis mon départ de la présidence de la République. Oui, si vous étiez devenu ministre conseiller, est-ce que vous allez redire la même chose de la même manière? Oui, mais un conseiller doit être utile. Avec Papsen, on va aborder des questions d'actualité. Et ce n'est que la vérité qui est l'utilité. Absolument. Comme disait Lénine, seule la vérité est révolutionnaire. Allez-y, Papa. Aujourd'hui, Madame Sidibé, l'actualité est dominée par l'affaire, le procès Khalifa Sall. Vous aviez dit lors des élections législatives qu'au Sénégal, il y a une crise des institutions. Pensez-vous que le pouvoir exécutif empiète sur les autres pouvoirs? Et est-ce que vous criez, comme certains membres de l'opposition, à l'instrumentalisation de la justice? Oui, je le dis. Franchement, je suis juriste, professeur. J'ai formé énormément de magistrats dans ce pays. Il y a des magistrats qui disent le droit. Il y a des magistrats qui suivent les valeurs éthiques. Mais il y a des magistrats que l'on implique dans la politique politicienne et ça détruit la fonction même et l'image de la justice. Nous avons des cas où la justice n'a pas dit le droit, mais a fait de la politique politicienne. Et nous le regrettons, évidemment. Quel cas, par exemple? Il y en a beaucoup dans l'interprétation des textes de la Constitution, dans toutes les décisions qui ont été rendues, par exemple, par le Conseil constitutionnel ces derniers temps. Le Conseil constitutionnel, qui est une juridiction supérieure, qui doit dire le droit, faire en sorte que l'on se conforme à la Constitution, mais qui a adopté des interprétations manifestement contraires au droit. Notamment durant la période préélectorale. Mais absolument. Et même pendant la période électorale. Je ne vais pas venir sur mon cas, parce que j'avais fait introduit une demande devant le Conseil constitutionnel déclarée irrecevable, contrairement au droit. Donc ça, c'était... C'était concernant les élections précisément. Les élections... Vous réclamiez quoi?
Il y avait un petit débat autour du nom des coalitions. Ça, c'est normal. C'est la vitalité même de la démocratie, du droit. Il est normal que l'on puisse saisir les juridictions pour obtenir les solutions de droit, mais sans plus. Mais le Conseil constitutionnel doit avoir une position de neutralité et faire preuve de neutralité. Bon, je n'ai pas senti cela. Ces questions de neutralité et de partialité de la justice ne datent pas d'aujourd'hui. Sous Senghor, sous Diouf, sous Wade, aujourd'hui sous Macky Sall. L'opposition accuse souvent le régime d'instrumentaliser la justice. En tant que technicienne du droit, quelles solutions vous pouvez préconiser pour qu'on n'en arrive plus à cela? Oui, mais il faut qu'on rappelle la séparation des pouvoirs. Principe constitutionnel. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. Principe de l'indépendance de la justice. Évidemment, il faut que les magistrats eux-mêmes tiennent compte de la responsabilité fondamentale qu'elle a, cette justice, qui lui est octroyée par la Constitution. Il faut que l'exécutif respecte les populations dans leurs droits et refuse l'immixtion manifeste dans les affaires judiciaires. Bon, je sais qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont faites depuis d'ailleurs les assises nationales, que le président de la République, par exemple, ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Je crois que ça, c'est une solution à laquelle nous devons fatalement arriver, si nous voulons justement que cette magistrature ne se sente pas liée, trop liée. Elle n'est pas indépendante à cause de cette règle de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République. Madame, pour revenir à l'affaire Khalifa Sall, sur laquelle mon collègue nous a posé une question, au contraire, est-ce que vous pensez que dans ce dossier, il y a une forte immixtion du politique, du pouvoir exécutif? Et où précisément? Et à quel niveau? À quel niveau? Vous voulez me faire dire que la politique a investi le juridique dans l'affaire Khalifa Sall. Alors, sur le fond, je ne pourrais pas me prononcer. En revanche, je me pose des questions par rapport à l'immunité parlementaire. Il est député. Dès qu'on est député, il y a un statut qui s'attache à cette qualité de député, l'immunité parlementaire. Mais l'immunité parlementaire a été bafouée dans l'affaire Khalifa Sall. Comment? Dès l'instant où on a dit qu'il était élu député, eh bien, il fallait savoir qu'il bénéficiait automatiquement de l'immunité parlementaire et qu'il devait être libéré de la prison. Mais il y a quand même d'autres juges qui... Ensuite, bon, ça n'a pas été fait. Et à un moment donné, le ministre de la Justice, notre collègue Ismaïla Madior Fall, a dit clairement et en public que Khalifa Sall bénéficiait de l'immunité parlementaire. À partir de ce moment-là, la décision devait être prise de le libérer jusqu'à ce que cette immunité tombe. Mais on l'a gardé encore en prison. Du point de vue du droit, c'était une violation flagrante du droit. Du point de vue des droits humains, c'était une violation flagrante des droits humains. Donc cet aspect-là pose problème. Ça pose énormément de problèmes. Vous disiez qu'il y a des juges qui pensent le contraire. Il y en a qui disent que pour sa libération, il fallait que l'Assemblée nationale fasse une demande pour qu'il
soit libéré, puisqu'il était détenu bien avant d'obtenir l'immunité parlementaire et que cette libération ne devait pas se faire de facto. Et surtout qu'il semble que l'article 152 du Code pénal exige que dans une situation de détournement, que le prévenu soit gardé en prison jusqu'à la fin de l'instruction. Mais on est député ou on ne l'est pas. C'est ça. On est député ou on ne l'est pas. Ce n'est pas seulement au Sénégal que ça se passe. Est-ce que ce n'est pas un vide juridique là, un problème entre le droit pénal et le droit d'une manière générale? Il y a un flou juridique. Absolument. Vide juridique, ce n'est pas sûr, mais au moins flou juridique. Mais dans ce flou juridique, il y a eu une préférence qu'il est difficile de comprendre. La préférence de le garder en prison. Mais quand on a une police aussi bien organisée et compétente qu'au Sénégal, a-t-on besoin de garder en prison quelqu'un, un homme public, qui ne peut pas traverser les frontières au vu et au su de tout le monde sans être inquiété? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres méthodes à utiliser pour ne pas le laisser en prison? Vous savez, on joue trop avec la prison dans notre pays. Mais Madame la prison, ça doit être l'exception. N'oubliez pas que le prévenu, en l'occurrence, est quand même maire de Dakar, oui, et qu'il peut, libre, et tenter, je dis ça dans l'absolu, de falsifier certains documents ou de suborner certains témoins, par exemple. Non, mais que fait la police? Son rôle. Oui, mais si les maires, la résidence surveillée, ça existe. La résidence surveillée, mais là, c'est une autre procédure de mise en résidence surveillée. Alors là, ce n'est pas le cas général ici. Non, mais non, mais c'est prévu. C'est un système qui est connu, prévu, et je vous dis que nous avons une police performante si elle est dans les moyens, si elle a les moyens requis pour jouer son rôle. Donc sur ce plan-là, encore une fois, sur le fond, je ne me prononce pas. Mais sur la question de la liberté, qui est fondamentale, eh bien, je pense qu'il y a eu piétinement du droit et piétinement des droits humains. L'actualité, c'est aussi l'appel au dialogue du président de la République. On vous présente comme une femme de dialogue, de consensus en tout cas. Est-ce que vous allez répondre à Macky Sall? Notre parti est au dialogue. Nous sommes membres du cadre de concertation dans le pôle des non-alignés. C'est déjà fait. Nous avons déjà eu des initiatives de dialogue en 2007, 2008, quand l'une des parties des acteurs avait boycotté. Nous avions pris sur nous d'organiser avec Feu Babacar Kébé, le magistrat, avec l'université, avec les étudiants, la société civile. Nous avions organisé à l'université un énorme forum de dialogue où il y a eu beaucoup de représentants des partis au pouvoir, de l'opposition, de la société civile. Donc, le dialogue, c'est quelque chose de normal. Et vous savez, quand il y a des problèmes, eh bien, ça se termine autour d'une table de négociation. Donc, le dialogue... Vous dites qu'il faut y aller par courtoisie républicaine. Que dites-vous aux autres partis politiques qui se braquent? Non, il faut venir se regarder les yeux dans les yeux, se parler encore une fois, se dire des vérités. Eh bien, des vérités, il y en a à dire, beaucoup même, il faut le dire. Mais ces appels incessants au dialogue, n'est-ce pas le symptôme qu'il y a un problème de fond au Sénégal qui fait qu'on ne s'entend pratiquement sur rien et qu'il faut chaque fois se retrouver autour d'une table pour dialoguer sur la question électorale? Pourquoi on n'arrive jamais à trouver des principes clairs partagés par tous sur la question électorale et qu'à chaque élection, on passe plus de temps à débattre la question électorale que des autres questions aussi importantes comme les questions économiques, scolaires, sur la santé. On est tout le temps en train de débattre des questions électorales. Est-ce qu'il ne faut pas le régler une fois pour toutes? Évidemment. Vous êtes en train d'enfoncer une porte ouverte. On a des problèmes au Sénégal et en Afrique.
Et vous savez que les élections sont souvent source de conflits en Afrique. C'est parce qu'on se bande les yeux pour arriver à un but, le pouvoir, à n'importe quelle condition, et notamment en piétinant les règles d'organisation. Il y a des règles. Au niveau de la CEDEAO, si on prend le Sénégal, il y a une charte qui organise les élections dans le sens de rester en stabilité et en paix. Et au plan interne, on a des lois et règlements. Mais quand on ne veut pas, quand la volonté politique manque, eh bien, voilà comment ça se passe. Actuellement, on est en dialogue politique. On a un cadre de concertation pour que le processus électoral se porte au mieux. On est en train de travailler à ça, mais la question est la suivante. Est-ce que, après avoir passé un temps énorme à travailler, après avoir déployé des énergies extraordinaires au plan physique, au plan mental, au plan du discours, au finish, est-ce qu'on aura des élections transparentes? Voilà la grande préoccupation. Mais donc, pour vous, quelle est la finalité de ces concertations? C'est de Sur quoi corriger théoriquement. Oui. Corriger théoriquement. C'est de corriger théoriquement. Corriger quoi? C'était une mascarade, les dernières élections. Mais comment corriger ça avec 122 partis? Vous ne pouvez pas corriger des élections par la concertation. Comment faire? Si. Le problème des cartes d'électeurs, eh bien, c'était une mascarade, une catastrophe. Il faut voir comment, pour les joutes électorales à venir, ce problème sera réglé. Il faut voir. Quelle est la finalité du dialogue? Sur quoi cela doit déboucher in fine dans une semaine, 10 jours? Et quel est le gap que vous donnez en termes de temps? Sur la mise en confiance entre les différents acteurs. Il faut absolument ça. Mais une fois qu'on aura cette mise en confiance, il y aura une autre étape. Une étape qui est entre les mains du président de la République. C'est laquelle? C'est laquelle? C'est le président de la République qui doit montrer qu'il a une volonté ferme que les élections se passent normalement, sans irrégularité. C'est lui le chef. En quoi faisant exactement? En quoi faisant? Mais c'est le président de la République qui gère, qui est à la tête de toutes les institutions au Sénégal. Nous savons que le pouvoir exécutif a un rôle fondamental dans ça. L'administration, eh bien, est sous le joug du président de la République. Au niveau des ministères, l'administration qui gère, ministère de l'Intérieur, eh bien, doit pouvoir avoir les directives du ministre, ces directives venant des directives du président de la République, pour que l'on organise bien d'abord la confection et la distribution des cartes. Pour que les préfets et sous-préfets ne soient pas partisans. Un préfet, un sous-préfet ne doit pas être partisan. Ainsi de suite, ainsi de suite. On a l'impression qu'à chaque fois, le problème au Sénégal, à l'approche de la présidentielle, c'est l'organisation des élections. Si on est un peu devin, on sait que l'opposition en 2018, en 2019, va reprocher au régime en place la question du fichier électoral. Ça va être la question de discorde principale. Alors, moi, ma question, c'est que au Sénégal, il y a aussi des questions sociales, économiques qui sont là. Est-ce qu'il y a des greffes que vous portez au régime en place par rapport à ces sujets-là, économiques, de chômage des jeunes, sur les femmes? Voilà, sur les jeunes, ce que je reproche au régime, c'est de ne pas trop s'appesantir sur ces jeunes. Plus de 60% de la population, le nerf du pays. Laisser ces jeunes à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, oisifs, qui deviennent agressifs, tueurs, et qui veulent utiliser
un principe essentiel des droits humains, la liberté d'aller et venir, et qui partent, et qui sont traduits en esclaves. Mais le pouvoir, au lieu de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans des festivités, certaines festivités, au lieu d'investir dans des domaines qui ne sont pas à effet immédiat, mais devraient s'appesantir davantage sur les jeunes, l'emploi des jeunes, et régler la question de l'éducation. On va y revenir tout à l'heure sur l'éducation. Mais Madame, je voudrais juste rebondir sur la question de Pape, sur les aspects économiques, pour vous parler évidemment de l'actualité toujours, l'actualité de cet aéroport international des Diagne qu'on présentait comme un bijou et qui aujourd'hui, au bout d'une semaine d'activité, révèle effectivement des dysfonctionnements graves. Vous, comment vous l'analysez? Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de la négligence? Et comment vous, en tant qu'acteur politique, vous jugez cette situation? Bon, enfin, quand même, il faut féliciter le pouvoir d'avoir poursuivi une œuvre gigantesque qui a été initiée par le président Abdoulaye Wade. Mais je profite d'ailleurs de l'occasion pour rendre hommage à une grande dame qu'on oublie. L'oubli, ce n'est pas bon. Madame Aminata Niane, qui s'est beaucoup investie dans l'aéroport. On ne parle jamais d'elle. Je voudrais qu'on lui rende hommage. Alors, l'aéroport, c'est bien, c'est excellent, c'est magnifique. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est la précipitation avec laquelle cet aéroport a été mis en service. Comme vous, hein, parce que ce qui s'est passé tout dernièrement, les aiguilleurs du ciel qui sont allés en grève parce que, disent-ils, ils n'étaient pas dans les conditions pour assurer la sécurité de la navigation aérienne, c'est un problème. Pourquoi toujours se précipiter? C'était arrivé avec le pont de Grand Yoff. On a envie d'inaugurer, mais pourquoi? Mais les Sénégalais ont conscience de ce qui se fait. On n'a pas toujours besoin de leur dire, voilà, nous allons inaugurer. Inaugurer, c'est très bien. Mais il faut inaugurer lorsque les conditions sont requises. Un aéroport, c'est quelque chose de très sérieux. Et d'ailleurs, moi, je veux profiter aussi de l'occasion pour dire qu'en matière d'infrastructure, il nous faut avoir l'habitude d'additionner et non de soustraire. L'aéroport Léopold Sédar Senghor est d'une grande utilité. Et je ne comprends pas qu'on veuille le confiner à l'aviation militaire seulement. C'est utile. On en a besoin. Dans les grandes villes, il y a plusieurs aéroports. Parce que nous avons l'aéroport de Diass, on doit se débarrasser de celui de Léopold Sédar Senghor. Les terres qui sont autour, de grâce qu'on ne les distribue pas. Il faut qu'on garde cet aéroport-là. Donc pour vous, il y a un enjeu immobilier militaire et civil. Absolument. Ces enjeux-là, de boulimie foncière, eh bien, c'est un problème. C'est des craintes que vous avez ou vous avez le sentiment qu'il y a déjà des velléités à récupérer les terres? C'est des craintes. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'en la matière, il faut additionner et non soustraire. Cet aéroport doit rester aéroport civil et militaire. Les terres, il ne faut pas les brader. C'est des terres qui appartiennent au Sénégal. Voilà. Il y a une boulimie foncière qui est en train de créer des catastrophes dans notre pays. Il faut qu'on mette un holà à tout ça. D'accord. Est-ce qu'il faudrait seulement des infrastructures comme des aéroports, des terres? Est-ce qu'il ne faudrait pas des lieux de vie? Je sais que vous allez discuter après avec Mokhtar sur les questions d'écologie. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas des espaces de respiration? Absolument. Mais avant d'en arriver là, eh bien, je vous parlerai de mes amours d'enfance.
le chemin de fer. Je suis fille de cheminot. Mon père était fonctionnaire des chemins de fer. J'habitais la gare de Dakar et j'ai vu les trains siffler. Je n'entends plus pratiquement les trains siffler. Mais vous êtes loin de la gare. C'est fondamental. Vous n'habitez plus aux abords de la gare, madame. Hein? Non, c'est pas ça. C'est une image pour montrer que le train a fonctionné et qu'il est déterminant pour le développement économique dont vous parlez et social. C'est fondamental. Le Sénégal ne pourra pas se développer. Il y aura tout le temps des accidents si nous ne faisons pas attention, mais parce qu'il n'y a pas de train. Tout le monde veut aller à Touba en prenant la route. C'est pas possible. Ou à Tivaouane en prenant la route. Ou ailleurs, non. Il faut le train. Nous demandons que le train pilule dans notre pays. Qu'il y ait énormément de trains. J'ai envie de prendre le train pour aller à Thiès ou à Saint-Louis. C'est confortable. Il y a un programme de l'État qui est en train de... Mais non, mais c'est trop lent. Moi, je n'ai rien vu. C'est trop lent. Madame, bon, il y a C'est trop lent. Il faut qu'on se penche sur ça. Il faut qu'on cesse de faire des dépenses de prestige. Il faut mettre davantage l'accent sur les dépenses de nécessité. Oui. Alors, pour en venir au loisir, c'est fondamental. Le droit au loisir, c'est un droit de la personne humaine. C'est fondamental. Il faut des aires de jeu. Il faut que, évidemment, le littoral, on en parlera sans doute à d'autres moments. Mais attention à notre littoral, qui est, là aussi, c'est la boulimie foncière. Tout le monde veut être au bord de la mer, alors que d'abord, c'est un domaine public. Pourquoi public? Parce que tout le monde en a besoin. On n'a pas le droit de privatiser comme ça quelque chose qui appartient à tout le monde. Oui, tout à l'heure, vous allez y revenir avec Mokhtar. Moi, je voudrais revenir sur l'actualité qui a été marquée ces dernières semaines par la déclaration de politique générale, un rituel auquel nous sommes habitués, et aussi la loi, le vote de la loi de finances initiale par l'Assemblée nationale. On a assisté à une floraison de projets dans tous les secteurs. C'est probablement un gouvernement qui est extrêmement boulimique, cette fois, c'est peut-être, j'espère bien, à bon escient, sur sa capacité à mailler le pays de projets dans tous les secteurs. Est-ce que vous sentez qu'il y a un déclic, un changement véritablement, ou vous pensez simplement qu'il ne s'agit là que d'une sorte d'addition de projets, d'une sorte d'effet d'annonce pour montrer aux Sénégalais de toutes conditions, de tout territoire, qu'on s'occupe de leurs problèmes? Bon, la déclaration de politique générale, c'est un exercice classique, normal, de relation entre l'exécutif et le législatif. C'est tout à fait normal. Encore que, bon, je n'ai pas vu de changement dans la composition de l'exécutif et du Parlement depuis l'avènement de la seconde alternance. Ça montre qu'il n'y a pas tellement de vitalité démocratique. Mais je veux dire que tous ces projets, mais nous attendons qu'ils soient qu'ils soient réalisés. Il y a eu beaucoup de projets annoncés avec surtout les conseils de ministres décentralisés avec des montants avancés. Bon, jusqu'à présent, nous attendons. Plus de 4 000 milliards. Quand même. Nous sommes patients. Nous attendons et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Hein, parce que quand même, nous sommes en train de baver. Les jeunes bavent et les jeunes ne comprenant pas cette situation, encore une fois, je dis, je répète, sont en train de vivre des situations particulièrement dures. Et cette situation que vivent les jeunes, eh bien, ça fait tache d'huile sur l'ensemble du pays. Vous avez vu les crimes atroces, les tueries, les morts d'hommes que l'on observe à longueur de journée. Et vous avez vu tout ce qui se passe, ces jeunes désespérés qui partent. Il faut en parler, mais il faut qu'on s'occupe, ma foi, des jeunes
Madame, vous êtes militante des droits de l'homme. Est-ce que dans le pays, dans la gouvernance de Macky Sall, vous avez senti que le respect des droits de l'homme a progressé, ou est-ce que vous pensez que l'état de droit qu'on nous promettait est encore à venir? Je crois que c'est dans l'avenir. C'est pour l'avenir. Parce que je suis militante et enseignante des droits humains et de la paix. J'observe. Mais en termes de violence, ce qui se passe, c'est inouï. En termes de mort d'hommes, de violence macabre, ce que je vois, c'est inouï. En termes de pauvreté, ce que je vois aussi, ça pose problème, malgré des efforts. Quand même. En termes Il y a de des efforts. respect des libertés essentielles, est-ce que vous pensez que l'essentiel est conservé, que globalement... Non, mais j'étais en train de dire qu'il y a des avancées. Quelques avancées, je sais Comme plus. par exemple La couverture maladie universelle, les bourses. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Alors, madame, vous êtes universitaire, vous enseignez à l'université, mais on connaît tous la crise dans laquelle se trouve l'école sénégalaise du primaire à l'université. Concernant l'université, il y a une réforme qui avait été initiée, proposée, mais elle a du mal à prendre forme. Aujourd'hui, de façon fondamentale, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour trouver des débuts de solution à la crise universitaire? Il faut mettre l'université dans les conditions de produire la meilleure qualité de matière grise en termes d'infrastructure. Ça manque. Je sais que c'est bientôt l'ouverture, le début des cours, mais il y a énormément de problèmes parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour accueillir tous ces étudiants, des milliers. Et vous savez que le système LMD... Oui. Dans les régions, vous avez quand même 3 ou 4 universités qui sont promises à être ça n'attend pas. Un étudiant qui vient d'avoir le bac, il a besoin d'avoir de bonnes conditions dès qu'il met les pieds à l'université. Oui, mais aujourd'hui, tous les bacheliers sont orientés, madame. Tous les bacheliers sont orientés. Non, tous les bacheliers ne sont pas orientés. Enfin, l'essentiel, le groupe... Et ensuite, l'orientation, je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec comment on appelle ça encore le système LMD, vous voulez dire? Non, pas le système LMD, mais le système d'apprentissage par Internet. Ah oui, les zénos, là. L'université virtuelle, mais c'est un cas. Mais je dénonce. Mais il faut que ça cesse. Parce qu'on n'a pas les moyens. On a vu qu'ailleurs, il y avait les universités virtuelles. Dans le principe, c'est une excellente chose. Mais on n'est pas dans les conditions. Les espaces numériques. Vous savez que pour avoir Internet, il faut s'abonner ou acheter des passes. Tout le monde ne peut pas le faire. Dans les pays, les zones les plus reculées, il n'y a pas Internet. Et on veut demander aux étudiants d'apprendre par Internet. C'est un problème. Et le système LMD, il suppose des infrastructures bien pensées, parce que ça ne supporte pas les grands nombres. Hein. Il faut des salles, de petites salles, où l'apprenant est en contact avec l'enseignant, n'est-ce pas? Et il faut un certain nombre de matériels. On n'a pas ça. Et puis vous me dites que tout le monde est inscrit. Il y a énormément de bacheliers qui ne sont pas inscrits parce qu'ils n'ont pas 25 000 francs de droit d'inscription. Ne pensez pas que 25 000, c'est peu. Il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir 25 000 francs. On ne peut pas les ignorer. Donc, il y a des problèmes. Et les engagements, il faut les respecter. L'engagement, le respect de la parole donnée. On s'engage. Et au bout du fil, on dit à l'autre, Nahembay. Mais non, mais c'est un problème.
Mais madame, est-ce que l'assurance retraite là, que revendiquent aujourd'hui les enseignants du supérieur, le SAES en l'occurrence, mérite vraiment qu'on bloque le système universitaire tel que c'est le cas actuellement aujourd'hui? Est-ce qu'au fond, bon, même si c'est important, c'est pas un problème qu'on peut différer plus ou moins dans un moyen terme et ne pas valoir qu'on bloque comme ça l'université? L'enseignant, tout court, est d'une importance capitale. C'est ce qui forme les ressources humaines. L'enseignant primaire, secondaire, excellent, c'est important. Secondaire, universitaire. Vous savez, nous, si nous allons à la retraite, il y aura beaucoup de problèmes déjà. Parce que nous avons à être agrégés, docteurs, titulaires. Eh bien, il faut rouler sa bosse pour devenir. Et après, à la retraite, 100 000, 200 000 francs, 300 000 francs de salaire pour habiter, manger, nourrir ses épouses ou son épouse. Vous vous imaginez ça? Oui, mais vous avez des facilités pour acquérir des terrains, vous avez des primes de logement. On a quand même donné aux enseignants. Non, on parle de la retraite. Non, mais avant ça, vous avez parlé de l'argent, mais quand même, il y a des avantages qui sont donnés aux enseignants, madame. Hein? Quels avantages? Les terrains, le foncier, les primes de logement, vous savez, les indemnités de logement, vous en avez, madame. Dans le temps, mais vous en avez, madame. Dans le temps, les chefs d'État, en tout cas l'exécutif, s'arrangeait pour que les professeurs d'université, les enseignants, aient des logements en propriété. Mais je n'en ai plus entendu parler depuis. Mais il y a des programmes de logement, d'octroi de terrain, madame, qui vous ont fait. On est au Sénégal, quand même. Non, il n'y a presque rien. Il n'y a presque rien. Je puis vous dire, en tant que professeur d'université, qu'il n'y a presque rien. Et alors, la retraite est un problème sérieux pour les enseignants. Il faut régler ça. Parce que les enseignants ne peuvent pas former, avoir la tête tranquille et se dire, si je vais à la retraite, ben je vais manger. C'est pas possible. Il faut qu'on s'occupe des enseignants du supérieur. Qu'on respecte les engagements. Moi, le problème que je vois, si les médecins réclament la même chose, les magistrats, les aiguilleurs du ciel, voilà, l'État sénégalais n'a pas les ressources. L'État sénégalais a les ressources. Il y a quand même quelque part une vocation plus grande qui doit peut-être vous motiver. Vous mettez du doigt un point essentiel. Comment gérons-nous nos ressources? La bonne gouvernance. Comment gérons-nous nos ressources? Comment comprendre que il y a des personnes qui occupent un poste dans l'État et qui se retrouvent milliardaires comme ça? C'est quoi? C'est quoi? Tout le monde, le paysan, le commerçant, le professeur, le médecin, tous doivent être dans des situations correctes si on gère bien les ressources du pays. Mais qu'il y ait une politique de 2 poids, 2 mesures aussi flagrante, avec des personnes qui se retrouvent multimilliardaires, on ne sait pas comment, et d'autres qui s'appauvrissent, et surtout les jeunes. Il faut parler des jeunes. Ce n'est même pas un problème de médecins et autres, des jeunes. Eh bien ça pose problème. Et c'est là où il faut mettre le doigt aujourd'hui. Madame, il nous reste 10 minutes. On va essayer d'aborder quand même le dernier volet de notre émission qui porte sur le leadership féminin. Tout à l'heure, vous en avez parlé. On a l'impression que les rares femmes qui s'investissent dans la classe politique ne réussissent pas beaucoup. À quoi est-ce dû? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a des stéréotypes qui sont tenaces, des mentalités durables qui n'acceptent pas tellement les femmes en tant que leadership sur la scène politique, ou est-ce que tout simplement vos discours ne portent pas? Non, mais elles sont des mères, hein, des mamans. Oui. Elles sont des épouses, elles sont des sœurs. Oui. Donc leur discours doit nécessairement... Mais pourquoi on ne vote pas pour vous? Voilà, c'est là où il faut mettre le doigt. Il faut mettre le doigt sur les stéréotypes sexistes. La société est formatée de sorte que on a toujours considéré que la femme devait rester dans la sphère privée, s'occuper des enfants, faire la cuisine, etc. L'homme dans la sphère publique. Or, on a découvert qu'avec plus de la moitié de la population, si ça fonctionne comme ça seulement,
nos pays n'avanceront jamais et au grand jamais. Bon, donc il y a quelques femmes quand même qui essaient d'émerger sur ce plan-là, mais qui sont victimes, et il faut le dire, dénoncer, d'ostracisme, de discrimination et de manque de moyens. Alors, oui. Vous avez eu 2 expériences électorales, en tout cas majeures, la présidentielle de... 2 expériences infructueuses. De 2012, la présidentielle et les législatives de 2017. Est-ce qu'avec la pratique du terrain, aller faire des meetings, aller rencontrer les Sénégalais, vous avez compris pourquoi une femme à la tête du parti a autant de difficultés? Et est-ce qu'en même temps, vous avez appris pour voir à l'avenir qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de discours il faut porter pour mieux vous faire distinguer dans une faune politique qui est dominée par des mâles? Vous savez, hier j'étais à une réunion et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas dit que tu étais candidate en 2012? J'ai dit candidate malheureuse. Vous avez utilisé le mot malheureux là. Mais fructueuse. Les femmes n'osaient pas. Au moins nous avons osé. C'est important. Et donc c'est un pas de plus. Alors ce qu'il faut, je crois, c'est commencer par la communication. Il faut que les journalistes, les hommes et femmes de communication, fassent comprendre aux citoyens et citoyennes que la participation de la femme, elle est déterminante pour l'équilibre social. Ce n'est pas seulement pour participer, mais nous devons être à la prise de décision. Parce que ce sont les Wolofs qui disent que c'est ben loxo du ko takk. Mais un pays ne se tient pas par une seule catégorie de personnes. Les femmes doivent pouvoir soutenir l'autre catégorie, que sont les hommes. Et les femmes elles-mêmes doivent intervenir pour porter leurs sœurs et leurs filles. C'est déterminant en termes de développement, en termes de droits humains, en termes d'émergence. Donc ça me semble important. Donc les hommes et les femmes de communication doivent être sensibilisés. Parce que leur discours souvent est empreint d'ostracisme et de discrimination à l'égard des femmes. Pape Saint, pour la dernière question, parce que le temps qui nous est parti... Vous avez été pendant longtemps l'une des icônes de la société civile sénégalaise et vous êtes rentré finalement dans l'arène politique. Qu'est-ce qui vous a poussé, en tout cas, qu'est-ce qui a été indispensable ou déterminant dans votre choix de vous dire je vais faire de la politique pour défendre les droits de la femme? Et dernière question, est-ce que vous allez vous présenter à la prochaine élection présidentielle? Vous savez, en tant que société civile, je faisais de la politique économique, sociale, culturelle, environnementale, de développement, etc., de famille, etc., etc. C'est ce que je continue de faire. Alors, je suis responsable d'un parti politique qui s'appelle Mouvement Citoyen Carlénen, Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai besoin d'une existence juridique. Nous avons un mouvement citoyen qui a le statut de parti politique, il n'y a pas autre chose. On ne peut pas avoir le statut d'association, parce qu'on n'est pas une association comme les GIE et autres, mais nous avons un statut qui nous permet de nous présenter aux élections, et c'est ça l'intérêt. Mais j'ai l'esprit société civile. Allez-vous vous présenter à l'élection, Madame Sow, parce que le temps... J'ai l'esprit société civile, je conserve l'esprit société civile. Voilà pourquoi, M. Ndiaye, je ne peux pas parler des élections présidentielles aujourd'hui. Il y a trop de préoccupations économiques. Les jeunes, il faut les aider, il faut en parler. La santé, il faut régler ça, l'environnement, etc. Alors, parler des élections présidentielles pour 2019, c'est de l'énergie pour l'heure et nous préférons nous investir dans autre chose pour l'instant. Madame, en tout cas, on espère que vous serez la première femme présidente du Sénégal. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. En attendant, la 24e édition de Sans Détour est terminée. Merci et à la prochaine fois.